Jeudi 18 août 2022, mesdames et messieurs, vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. L'affaire ne s'est pas arrêtée à la prise de photos des bagages du président de la République, mais s'est étendue jusqu'au partage des informations concernant la famille du président Anjradouine et l'a partagée dans les groupes de messages privés sur les réseaux sociaux. L'homme derrière tout cela est un chauffeur au sein de la représentation de l'UNESCO. L'enquête est toujours en cours actuellement sur cette affaire et la directrice de cabinet de la présidence de la République s'est aussi exprimée sur le comportement des partis de l'opposition qui crée selon elle une crise politique qui n'a pas lieu d'être. Reportage sur les images de Razan Jaibé. L'on sait actuellement que la personne derrière la photo des bagages présidentiels qui a été partagée sur les réseaux sociaux n'est autre qu'un chauffeur du représentant de l'UNESCO. Il ne s'est pas arrêté à la prise de photos mais a partagé des informations confidentielles sur la vie privée de la famille présidentielle, informations susceptibles de mettre en danger la vie du président et de sa famille. Selon les informations fournies par la directrice de cabinet de la présidence, il ne s'agit pas d'un personnel de la compagnie aérienne nationale comme on aurait pu le croire. En effet, la photo n'a pas été prise dans le pays mais à Paris. Il est à souligner, selon toujours la directrice de cabinet, qu'au contraire, nous devons protéger cette société d'État et ne pas accuser les employés qui connaissent leur travail. Le président tient à cœur le sort de cette société et dans la plupart de ses déplacements extérieurs, il vole toujours sur les appareils de la compagnie nationale. Pour en revenir à l'homme qui avait pris la photo et qui l'a partagée dans un groupe Messenger, l'on a également découvert dans son téléphone diverses informations confidentielles qu'il a partagées dans ce groupe Messenger, notamment les déplacements de la famille présidentielle, leur hôtel, bien d'autres informations, affirme Bomeafti Vainal. Ce qui est inacceptable selon elle, car il s'agit d'informations pouvant nuire à leur sécurité et être utilisées pour attenter à la vie du président Anjradouine et de sa famille. Cet homme sera poursuivi pour 3 chefs d'inculpation au minimum, notamment pour atteinte à la vie du président de la République et de sa famille, fausse accusation et perturbation de la fonction publique à travers le partage d'informations sans autorisation ou encore le partage d'informations confidentielles. En outre, la directrice de cabinet s'est aussi exprimée sur le comportement des partis politiques de l'opposition. Elle affirme que la crise politique n'a pas lieu d'être dans le pays et qu'il n'y a pas de crise politique dans le pays comme l'a déclaré le président Anjradouine devant l'Union européenne récemment. C'est l'opposition qui crée une crise politique dans le pays et l'État a déjà donné un lieu à l'opposition suite à leur demande de tenir une manifestation, mais ils l'ont refusé. Ainsi, ils doivent attendre l'élection et ne pas perturber la stabilité du pays. Elle a aussi souligné qu'il n'y a pas de vacances gouvernementales car le temps est au travail face à la crise mondiale actuelle. Dans les actualités économiques de ce jour, le choix des 10 champions de l'industrialisation en Afrique s'est basé sur 4 critères définis par l'ONUDI ou Organisation des Nations Unies pour l'industrialisation. Madagascar a répondu à ces critères selon les explications de la directrice de cabinet de la présidence de la République aujourd'hui devant les journalistes. Des critères qui exigent plus des responsabilités et des engagements qui ont été déjà initiés par l'État actuel dans des décisions pour l'amélioration et le développement de l'industrialisation à Madagascar, notamment la coopération avec le secteur privé ou encore l'amélioration du secteur de l'énergie. Reportage toujours sur les images de Indoura Zajebe. Parmi les critères mis en place par l'ONUDI ou Organisation des Nations Unies pour l'industrialisation figure l'engagement politique avec des actions sur le terrain pour le développement de l'industrialisation en Afrique. Les 119 petites et moyennes industries mises en place par l'État à travers les régions et les communes dans tout le pays à travers le projet ODOF sont les résultats des actions sur le terrain pour le cas de Madagascar, étant donné que l'industrialisation est un des pèlerins du président Malagasy. Ainsi, Madagascar répond aux 4 critères et a été reconnu par l'ONUDI comme champion de l'industrialisation en Afrique avec 9 autres pays. Ce titre confère à la fois une reconnaissance de l'ONUDI pour 4 critères. D'abord, le leadership. Tous les chefs d'État, les 9 autres chefs d'État qui ont été nommés comme champions d'Afrique de l'industrialisation sont considérés comme des leaders dans leur pays et sur le continent africain. Après le leadership, il y a la vision stratégique. Après la vision stratégique, il y a le plan de développement qui, pour Madagascar, est décliné dans le plan Émergence Madagascar. Et enfin, 4e critère, c'est l'engagement politique qui devient
des actions visibles sur le terrain. Et pour le cas de Madagascar, c'est entre autres à travers l'ODOF, mais aussi l'engagement fait par le président de la République pour le secteur privé. Je voudrais souligner que Madagascar a fait d'énormes efforts et des réformes importantes qui ont été visibles et audibles au niveau mondial et qui a été bien accueilli par la communauté internationale et par des organisations comme l'ONUDI, mais aussi la Banque mondiale et le FMI. Être champion de l'industrialisation en Afrique requiert également encore plus de résultats et de responsabilités dans le secteur, mais surtout plus d'engagement. L'État malagasy est déjà dans cette optique depuis toujours à travers ses réformes et ses décisions, comme la réforme du secteur de l'énergie, mais aussi plus de coopération avec le secteur privé. Premièrement, la réforme du secteur énergétique pour le secteur privé ou l'Optima Business. Cette réforme a permis d'accompagner le secteur privé vers la progression, vers la vérité des prix, c'est-à-dire qu'on va progressivement aller vers la vérité des prix pour le coût du kilowattheure d'électricité produite qui jusque-là était majoritairement à la charge de l'État et on sait tous qu'on ne peut pas continuer comme ça. Deuxième réforme très importante et qui a été annoncée il y a 2 semaines maintenant, c'est le fait qu'à partir de maintenant, le secteur privé sera consulté pour l'élaboration de notre projet de loi de finances initiale. C'est un signal fort adressé au secteur privé puisqu'on va vers la co-construction de la politique industrielle et de la politique du secteur privé à Madagascar avec certainement des recommandations, des suggestions et des idées de la part du secteur privé. Troisième effort très important vis-à-vis du secteur privé également, c'est la réforme qu'on a fait par rapport à la possibilité pour des initiatives privées de vendre de l'électricité à la Jirama. Ça nous permettra d'améliorer notre transition énergétique, c'est-à-dire la part des énergies renouvelables qui est un engagement de Madagascar d'un côté, et de l'autre, ça permettra de réduire notre dépendance au pétrole ou au fuel. Toutes les conditions sont déjà réunies pour que Madagascar poursuive ses engagements dans le domaine de l'industrialisation, mais cela requiert aussi une stabilité politique, souligne la directrice de cabinet de la présidence de la République aujourd'hui. La fixation du prix de référence, la résolution des problèmes de permis miniers et de l'exportation aurifère ont été soulignés par les entrepreneurs du secteur minier aujourd'hui lors de l'atelier de consultation sur le renouvellement du code minier. Les détails avec Rose-Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. En termes de recettes, l'exportation des ressources minières en 2020 a enregistré 1 384 milliards d'ariary. Cela devrait augmenter si les opérateurs rapatriaient leurs devises. Selon le président de la Fédération des opérateurs miniers à Madagascar, ou la FOM, l'exportation d'or ne devrait pas être suspendue par la faute de certaines personnes, car l'économie du pays en dépend. De son côté, le ministère engage déjà des procédures pour ouvrir cette exportation, soutient le ministre Rakout-Malala Erngen Olivier. Par ailleurs, les opérateurs venus assister à l'atelier de consultation sur le renouvellement du code minier souhaitent participer à la fixation du prix de référence des pierres précieuses. Le ministre leur a donné rendez-vous la semaine prochaine pour en discuter. L'atelier de concertation concernant le renouvellement du code minier se poursuivra pendant 2 jours à Ivatu. Demain, ce sera au tour des grands mineurs, des bijoutiers, du comptoir de l'or, des PE et des PR de donner leur opinion. Si lundi, ce sera le tour de la société civile, des ingénieurs des mines et de la géologie. Et cela fait 1 an que le ministère de la Pêche et de l'économie bleue, dirigé par ma tante Tsimanora Tsipobert, a été mis en place au sein du gouvernement. Durant cette première année, l'amélioration des engagements dans le secteur de la pêche, mais aussi celle des recettes du secteur, ont été parmi les actions entreprises par le ministère. Reportage sur les images de Anza Razarvel. Le secteur de la pêche est actuellement en pleine réforme en matière de redevances. Cela a connu une amélioration selon le bilan des activités durant 1 an d'existence du ministère de la Pêche et de l'économie bleue aujourd'hui à Panjinumbi. 51 bateaux de pêche sont en exercice actuellement. 47 se focalisent sur la pêche des crevettes, si les autres sont dans la pêche de thonière.
Ainsi, la recette du ministère de la Pêche s'est améliorée durant ces premières années grâce aux réformes. Parmi les réformes également, la modification des accords de pêche. Madagascar est déjà à la 7e négociation avec l'Union européenne actuellement. L'augmentation des redevances est parmi les sujets de lobby, mais aussi la réduction des nombres de bateaux en exercice. Durant cette première année, le ministère a travaillé dans 70 districts sur les 19 existants. Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance, le déblocage du projet Soyofish 2 et la reprise des activités suspendues depuis plusieurs mois ont été félicités par la Banque mondiale et la SADC. Et pour terminer cette page économique, les suppléments de carburant qui serviront à solutionner les perturbations sur les stations-service de la RN4. Ces 2 derniers jours sont arrivés hier soir à Maevatanan. Ils étaient également en nombre les camions-citernes qui transportent le carburant pour Mahadzang et Mbunjumami. Toutes les mesures mises en place par l'OMH ont été suivies par les stations-service. Un reportage de Cécile Vain. À 17h, les suppléments de carburant sont arrivés à Maevatanan pour y approvisionner les stations-service. Tous ceux qui ont été dans la file ont pu avoir leur part, que ce soit les transports en commun, les voitures des particuliers que les camions. Sur le trajet de la RN4, Maevatanan est le premier endroit où les véhicules font leur plein de carburant. Durant cette période de vacances, environ 200 véhicules s'approvisionnent ici à Maevatanan tous les jours. Cette fois-ci, le stock de l'une des compagnies pétrolières n'a pas pu satisfaire la demande, d'où cette perturbation. De ce fait, les voitures se sont rabattues sur les autres stations-service. La perturbation ne s'est pas arrêtée à Maevatanan. Mbunjumami, le carrefour qui approvisionne de carburant Mahadzang depuis Antananarivo, mais aussi l'axe nord de la RN6 ont également été victimes. La vente au marché noir a aggravé les perturbations sur la RN4. Raison pour laquelle certaines compagnies ont interdit de fournir à ceux qui voulaient acheter du carburant en bidon. Pour Mahadzang, l'approvisionnement est déjà revenu à la normale dès mardi soir. Dans un tout autre sujet à présent, 2e jour de cohabitation des 20 jeunes filles dans le loft pour le concours de chant F5, une émission, rappelons-le, organisée par Viva. Les 20 jeunes filles entament aujourd'hui la préparation de la première prime de samedi. Les détails avec Radro Mananzatov sur les images d'Anzara Razonarville. Ces 20 jeunes filles sont arrivées au loft hier. Elles concourent pour obtenir le titre des meilleures chanteuses dans la télé-réalité F5 organisée par Viva. Aujourd'hui est le 2e jour de cohabitation dans le loft. Des consignes ont été émises par les responsables de l'émission concernant les défis qui attendent ces jeunes filles lors de ce concours. Elles sont actuellement en pleine préparation de la première prime de ce samedi. Il est à rappeler que la quotidienne de F5 peut être suivie tous les jours après le journal en version française. Dans les actualités internationales de ce soir, les violents orages qui ont traversé la Corse ce matin ont fait 5 morts et plusieurs blessés, a annoncé Twitter Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place dans l'après-midi. Reportage. De violentes bourrasques à l'aéroport d'Ajaccio. À l'intérieur de cet avion, les passagers ne voient plus rien. Cette terrasse se retrouve sans dessus-dessous, prise dans la tempête. Des rafales mesurées jusqu'à 224 km/h sur l'île. Selon un bilan provisoire, 3 personnes sont décédées. Il y a eu 12 blessés. Dans un camping à Sagone, une jeune fille de 13 ans a été victime de la chute d'un arbre sur son bungalow. Ces touristes sont encore sous le choc. Branches d'arbres qui tombaient de partout, quelque chose d'assez impressionnant. Et on est vite allé se réfugier au sanitaire pour essayer de... Et on voyait tous les gens courir partout. Très compliqué. À quelques kilomètres de là, à Kodja, sur la plage du Liamoné, une femme de 72 ans a été victime de la chute du toit d'une paillote sur sa voiture. Enfin, à Calvi, un homme de 42 ans est décédé. Sur toute l'île, 45 000 foyers sont privés d'électricité. La Corse du Sud a été particulièrement touchée. Dans les rues à Ajaccio, de nombreux dégâts. Arbres arrachés, voitures détruites. Sur les plages, des bateaux coulés.
échoué. Ces restaurateurs du bord Ce de matin, mer il y a eu un tsunami, c'était la folie, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Les bouées se sont retrouvées à 200 mètres, les arbres qui sont tombés, le truc de la paillote qui est tombé. en mer, une soixantaine d'opérations de sauvetage de plaisanciers sont en cours. Et la France, qui a achevé lundi le retrait des soldats français de l'opération Barkhane, a rejeté les accusations portées par le Mali dans une lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bamako y dénonce des actes d'agression de l'armée française sous forme de violation de la souveraineté, de soutien apporté aux groupes djihadistes et d'espionnage. France 24 nous en dit plus. Nous venons de passer une dizaine de jours avec l'armée française pour ce désengagement, pour la fin de ce chapitre, de cette aventure de 9 ans dans le nord malien, avec le départ de la base de Gao, des milliers d'hommes qui ont été transférés vers le Niger où on se trouve. Et effectivement, il y a eu une vague d'indignation, puisqu'on pensait que sous la contrainte, il faut le dire, la junte malienne avait multiplié les invectives contre tous les intérêts français qui avaient poussé à accélérer ce départ du Mali à la volonté même du gouvernement de transition malien. On pensait que donc, puisque c'était fait, qu'on allait peut-être un peu calmer le jeu, comme le disaient certains officiers qu'on a croisés cet après-midi, mais non, de continuer les invectives et surtout, comme on l'a bien entendu par la voix du chef, du grand patron de l'opération Barkhane, le général Baratz, oui, indigné, insulté, je le cite, et bien évidemment, parce que à la mémoire et en hommage aux 59 soldats français qui ont perdu la vie durant ces 9 années d'intervention, des interventions qui ont eu lieu encore il y a 48 heures, puisque nous étions sur le convoi qui ralliait Gao à la frontière du Niger avec la Légion étrangère et les parachutistes. Et il y a eu des escarmouches, puisque 2 membres de groupes armés, 2 djihadistes ont été abattus il y a 48 heures sur ce chemin. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, saisir le Conseil de sécurité pour accuser donc très concrètement, très ouvertement, l'armée française de collusion avec les groupes djihadistes qui prospèrent dans cette grande partie du Mali, eh bien c'est vu évidemment comme une indignation, une insulte eu égard à toutes les personnes qui ont servi et qui sont morts, les forces maliennes y compris bien évidemment, ou les forces internationales. Je rappelle que la force de l'ONU, la MINUSMA, compte près de 180 morts depuis ces 10 années d'engagement. Donc évidemment, tout cela n'est pas anecdotique, est assez mal vécu, je peux vous le dire, dans la base militaire de Niamey au Niger où on se trouve. Pour terminer cette page internationale, William Ruto, désigné vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août, s'est engagé à prendre des mesures pour diriger un gouvernement transparent et démocratique. S'il y a des procédures judiciaires, nous coopérerons car nous sommes démocrates et nous croyons en l'état de droit, répond William Ruto à son adversaire Raila Odinga qui qualifie la parodie les résultats de l'élection et compte déposer un recours en justice. France 24. Resté invisible et muet depuis lundi, le candidat à la présidentielle déclaré vainqueur, William Ruto, s'exprime enfin. Nous avons remporté cette élection contre toute attente. Notre administration mettra fin au chantage que l'on a observé, aux menaces que l'on a vues et à la peur qui a été ressentie à travers le pays. La veille, son rival, Raila Odinga, a contesté les résultats, dénonçant une parodie, tout en appelant ses partisans au calme. Nous allons poursuivre toutes les options constitutionnelles et légales qui nous sont disponibles. William Ruto a été déclaré vainqueur avec 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga par une commission électorale secouée par des divisions internes. 4 de ses 7 membres rejettent un processus qu'ils qualifient d'opaque. Le président de la commission a mené l'élection comme s'il était le directeur national du scrutin, un rôle inexistant. Et son rôle dans la déclaration des résultats, qui n'ont pas été approuvés par la plénière, par les 7 commissaires, rend les résultats anticonstitutionnels. Si elle est saisie, dans la semaine à venir, la Cour suprême aura 14 jours pour rendre sa décision. Dans le cas contraire, William Ruto prendra ses fonctions dans les 2 semaines.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. N'oubliez pas, dans quelques minutes, vous allez suivre la quotidienne de F5. Sur ce, très bonne continuation sur notre chaîne. Très bonne soirée à tous. Au revoir.